Merci beaucoup. On va commencer. Il y a moyen de fermer la porte derrière éventuellement? Oui, oui. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. On a une petite heure, 1 heure et quart ensemble. Je suis ravie d'être encore parmi vous pour cette deuxième table ronde qui a pour titre Égalité et droits des femmes en Méditerranée. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et je pense que peu importe la région du monde dont on parle, là en l'occurrence la Méditerranée, les femmes ont en commun beaucoup de défis auxquels elles font face encore aujourd'hui. Elles ne jouent pas partout, nulle part, j'ai presque envie de dire, pleinement le rôle qu'elles peuvent jouer. Elles n'apportent pas, et on ne les laisse pas forcément toujours apporter tout ce qu'elles peuvent apporter à la construction de nos sociétés et de nos pays, et subissent encore beaucoup, beaucoup de violences et de différentes formes. Pourtant, on est au moins la moitié de la population, donc c'est un peu bizarre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne laisse pas encore les femmes arriver là où elles devraient être. Dans la région MENA, je voudrais juste récupérer quelques chiffres. Le taux d'activité des femmes est le plus faible au monde, soit 24% en moyenne contre 60% dans des pays de l'OCDE. Le taux de chômage aussi des jeunes filles est supérieur de 50% à celui chez les jeunes hommes. Pourtant, les femmes s'engagent de tout temps. Elles sont très actives quand elles peuvent l'être. Elles s'engagent entre autres dans la société civile, mais pas que. Elles s'engagent en politique, elles s'engagent dans l'économie. Et dans l'espace méditerranéen, les femmes ont toujours été aux premières lignes, aussi bien pendant les crises qu'en temps de paix, pendant les révolutions, on l'a vu avec la pandémie aussi. Donc voilà, ce sont tous ces sujets-là dont nous allons débattre avec mes invités aujourd'hui. Je vais leur passer la parole tout d'abord pour se présenter. Nous avons avec nous Esther Fouchier, qui est fondatrice du Forum Femmes Méditerranée, ici en France. Bonjour Esther. Bonjour. Soukaina Bouraoui, qui est directrice exécutive de Kautar en Tunisie. Bonjour. Merci aussi. Et Surtout vice-président de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée. parfait. Et de toute manière, je vais vous passer la parole pour vous présenter. Et Esmahan Ait Massoud, qui ne vient, par contre, qui est active en Algérie avec l'association TNFS, et elle va aussi nous expliquer. Donc, je passe tout d'abord la parole à Esther pour se présenter en quelques mots. Merci Nadia. Donc en tant C'est que Aziza. oui, pardon. Aziza, surtout que je Surtout qu'on se connaît. bien sûr exactement. Non. En tant que féministe marseillaise, je voulais tout d'abord remercier la ville de Marseille d'avoir permis que les droits des femmes sont traités dans ce forum. Rappelez-vous, au sommet des deux rives, on s'est battu pour que les droits des femmes et les droits des migrants soient à l'ordre du jour. Et on nous a dit non, ça pose trop de problèmes, on ne veut pas. Alors là, bien sûr qu'on représente plus de la moitié de l'humanité, bien sûr qu'on n'est pas, c'est pas un thème comme un autre, mais déjà il existe ce thème et il nous a donné la parole. Donc je suis une féministe marseillaise, j'ai créé le Forum des femmes de la Méditerranée parce que je pense, comme la plupart de nos militantes, que c'est important d'avoir à la fois l'égalité juridique, se battre dans les textes pour qu'on ait une égalité juridique. Et évidemment, ce n'est pas pareil que l'égalité des chances, parce qu'il faut beaucoup se battre pour obtenir réellement dans les faits cette égalité. Et la deuxième jambe qui permet l'émancipation pour les femmes et qui leur permet de marcher vers l'avenir, c'est la jambe de l'autonomie et de l'indépendance financière. Parce que si elles ne sont pas indépendantes de leur mari, si elles n'ont pas les moyens de pouvoir revendiquer leur égalité, alors elles ne sont pas capables d'obtenir l'émancipation. Et comme disait Soukaina hier, je suis également secrétaire générale de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée, dont je vous parlerai plus tard, qui est une fondation exceptionnelle, parce que c'est à la fois la mutualisation des compétences et des ressources de tous les acteurs, des acteurs étatiques, des acteurs de la société civile. Et contrairement à la table ronde de tout à l'heure, qui était très intéressante avec des associations brillantes, dans cette fondation, d'ailleurs la présidente est Foussia Assouli, qui ne peut pas être ici présente, et je dois vous dire que, comme par hasard, quand c'est l'entrepreneuriat, tout le monde dit oui. Mais quand c'est le combat contre les violences que les femmes subissent, les projets ne sont pas validés. Alors moi, les projets de la Ligue démocratique des droits des femmes, qui sont des femmes marocaines exceptionnelles, je les ai fait mettre à la tribune et devant nous pour que vous voyez ce que font les femmes dans les pays du Maghreb et notamment au Maroc.
le combat contre le harcèlement sexuel dans les universités. On va revenir aux différents sujets. Vous avez raison. Je voudrais juste que mais tout vous le savez que monde mon cœur est aussi dans toute la Méditerranée et avec les femmes qui ont été exclues des villages de projet et que moi j'ai tenu à mettre. Raison. Vous avez complètement raison et c'est ça qu'on va parler. Je voudrais juste que tout le monde se présente et puis on y reviendra. Ismaël, à vous. Alors, bonjour, je m'appelle Ismaël Naït Messaoud. Je suis doctorante chercheuse et chef de projet à l'association Thalouane Fatma Sommel. Donc, Thalouane Fatma Sommel, c'est la descendance de Fatma Sommel. Donc, Thaloua, c'est un mot berbère. Donc, je suis d'origine berbère. Et donc, mon association a été créée en pleine décennie noire en 1997. Et peut-être juste nous dire qui est Fatma Sommel. D'accord. Fatma Sommel, c'est une révolutionnaire algérienne d'origine kabyle. Donc, elle s'est soulevée contre l'armée française à la tête de 7000 hommes et elle a introduit les youyous sur les champs de bataille. Et elle a mené le combat sur le Oued de Sibaou et elle a gagné sa première bataille et sa deuxième. Malheureusement, elle a fini par être tuée. Voilà. Merci. Donc, je ne sais pas si je présente aussi mon association. Bien sûr, allez-y. Donc, l'association a été créée, comme je l'ai dit, en pleine décennie noire, en 1997, pour l'abrogation du Code de la famille. Et depuis, elle active principalement pour l'élimination de toutes les discriminations institutionnelles exercées à l'encontre du genre féminin en Algérie. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, Soukaina. Merci. Alors moi, je suis Soukaina Bouraoui, je suis professeure de droit et ma spécialité, c'est le droit de l'environnement. Et j'étais une des premières professeurs à introduire le droit de l'environnement dans les facultés de droit du Maghreb d'ailleurs, parce que grâce à un collègue marocain magnifique qui s'appelle Ali Mekouar, et nous avons tous les deux travaillé énormément pour que le droit de l'environnement s'intègre. Et nous avons beaucoup travaillé sur le droit de l'environnement parce que pour moi, ça faisait écho aux droits des femmes. Parce que autant on comprenait qu'une pollution est transfrontière et que les normes ne peuvent être qu'universelles et internationales pour la combattre, autant on se rendait bien compte que la pollution du nord de la Méditerranée touchait les pays du sud, autant on ne pensait pas que les droits des femmes pouvaient être universels. Dès qu'on parle de femmes, on revient à la spécificité. Alors moi, je suis transfrontière. Et je suis directrice exécutive de Kautar, c'est le centre arabe pour les femmes, pour la recherche et la formation, parce que nous avons besoin d'évidence scientifique, surtout dans les pays où il n'y a pas beaucoup de données scientifiques. Et pour convaincre les politiques, on a besoin d'évidence scientifique, parce qu'ils ne nous croient pas sinon, tout simplement. Même si on leur dit tous les chiffres que vous voulez, donc on a besoin de chiffres. Mais autant je suis vice-présidente de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée, et vous faites bien attention au mot Euro-Méditerranée, parce que notre mission, c'est de lier les pays arabes du Golfe, par exemple, qui ne connaissent pas grand-chose à la Méditerranée, surtout il y a 20 ans, et puis les pays de l'Europe du Nord, qui, eux, ne se croient pas méditerranéens, même si la Méditerranée est chez eux. Donc, nous sommes des transfrontières. Et comme par hasard, vous voyez, nous sommes les Maghrébines, nous sommes très fiers de nos grands-mères et de nos ancêtres. Et je ne parle pas seulement d'Elissa, de Didon, je parle de l'histoire très, très proche. Nous avons toutes des grands-mères qui ont été des leaders transformatifs de nos sociétés et qui ont transformé les hommes, qui ont été les mères des Bourguiba et autres. Et pourtant, elles sont non visibles. Et donc, ce que je recherche personnellement depuis 40 ans, c'est de rendre visible l'invisible. Surtout les femmes qui sont dans les territoires lointains. Et je voudrais ajouter une chose, parce qu'hier, on nous a parlé de beaucoup d'argent, des millions d'euros. La Banque mondiale, l'AFC, le ceci, le cela. Mais vous voyez le problème, c'est que c'est vrai, hein, ils ne racontent pas d'histoire, c'est vrai qu'il y a des centaines de millions. Et puis on nous dit, la méthode, c'est en cascade. Ça veut dire quoi en cascade? Ça veut dire qu'on fait des sous-traitances de plus en plus, de plus en plus. Mais quand on commence très très haut dans la cascade, vous comprenez que ceux qui sont en bas, en bas, en bas, ils reçoivent des gouttelettes. Alors, ça commence avec des centaines de millions. Et puis, les femmes sur les territoires locaux, dans les communes, ils reçoivent de très bonne foi des petites gouttes pour 6 mois ou 18 mois. Et avec des petites gouttes, on peut peut-être faire un peu d'épargne, mais on ne peut pas transformer un pays. Alors, des pays qui ne se transforment pas, parce que 50%
Et quand je dis 50%, il y a tous les hommes aussi qui ont besoin de support. Mais au moins 50%, mais réellement 50% sont paralysés, eh ben, handicapés. Parce qu'on veut les handicaper, eh ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas se développer. Voilà, tout simplement. Alors, restons dans le constat d'ailleurs, et Esther, je vous repasse la parole sur parce qu'on parle aujourd'hui des droits des femmes en Méditerranée. Vous êtes de la rive nord, vous travaillez avec les femmes de la rive sud. Quel constat faites-vous justement sur l'état de leurs droits aujourd'hui? Et on sait que, par exemple, cette rive sud a été mise à l'épreuve ces 10 dernières années, si ce n'est que, parce qu'il y en a eu des épreuves avant, mais et les femmes sont souvent les premières à payer le prix. Tout à fait. Alors, il y a une certaine contradiction parce qu'on peut dire que dans le nord de la Méditerranée, qui est le sud de l'Europe, les femmes, en fait, ont une égalité juridique parce qu'elles sont européennes. En fait, Espagne, Portugal, France, Grèce, elles ont une égalité juridique que la loi leur donne. Dans les pays du Maghreb, où la Tunisie est beaucoup plus en avance que l'Algérie et le Maroc, mais Is va nous en parler tout à l'heure, il y a en fait, elles n'ont pas l'égalité juridique totale, bien au contraire, mais elles ont un rôle dans la société qui est aussi beaucoup plus important. Et cette contradiction, il faut en tenir compte. Alors, nous, dans la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, on n'est pas vraiment une diaspora, on est ensemble. La présidente de la Fondation, c'est une Marocaine, Fouzia Assouli, que vous connaissez ses combats pour l'égalité juridique et la lutte contre les violences au Maroc. Il y a donc Madame Bouraoui, qui est tunisienne et qui représente les 22 pays arabes au sein de la Fondation. Elle est vice-présidente. Moi, je suis que secrétaire. Et l'IEMED de Barcelone, que je félicite le directeur et la chargée de mission d'être aussi avec nous dans la salle, sont trésoriers. Mais qui a le pouvoir? On ne fait pas la différence entre femmes du Nord, femmes du Sud. On est une équipe qui agit parce qu'on sait que les femmes subissent des discriminations, mais elles ont des capacités de résistance, de mobilisation, indépendamment de la frontière méditerranéenne. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas femmes du Nord, femmes du Sud séparées. C'est comme dit la chanson, ensemble pour l'égalité. Merci Esther, et je vais vous passer la parole parce que Ismaël, parce qu'on parle des violences. Alors on parle souvent du rôle des femmes et de ce qu'elles pourraient apporter dans la construction de leur société, mais si leurs propres droits ne sont pas préservés, et à commencer par la question des violences faites aux femmes et de criminaliser justement ces violences, elles n'iront pas très loin. Et souvent, ces violences d'ailleurs sont utilisées, parce que je vois qu'il y a un débat en ce moment en Égypte, entre autres, sur cette loi pour criminaliser les violences au sein de la famille, puisque c'est un concept qui ne passe pas encore malheureusement chez beaucoup d'hommes. Mais cette question des violences est primordiale pour pouvoir permettre aux femmes justement de jouer pleinement leur rôle. Oui, tout à fait. Donc, sur la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, pour nous, le code de la famille constitue le socle pouvant générer et compléter toutes les formes de violence. Donc, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, économiques et institutionnelles, donc, comme je l'ai dit. C'est le code de la famille qui constitue pour nous vraiment le socle principal pouvant générer ces violences-là. Et quand vous parlez par exemple de la criminalisation des violences faites aux femmes, nous avons le code pénal qui a fait objet de réformes vers l'année 2015, vers la fin de l'année 2015. Donc il criminalise les violences faites aux femmes. Mais le législateur a ajouté donc aux articles de loi 266 bis et 333 bis 2 la clause du pardon, qui peut être une disposition problématique dans la mesure où la clause du pardon, donc quand elle est appliquée, enfin quand la victime Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Oui, oui. Juste peut-être expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la clause du pardon. Oui, oui. Pardon, allez-y. J'allais expliquer. Donc, la clause du pardon, il faut savoir que lorsque, par exemple, la victime pardonne à son agresseur, l'agresseur échappe aux poursuites pénales. Il n'y a plus de poursuites pénales. Et souvent, pour ne pas dire toujours, le pardon est formulé sous contrainte familiale et ou sociétale. Nous avons aussi, par exemple, dans la pratique, le code de la santé, le code de la santé qui prévoit l'avortement thérapeutique pour les femmes. Mais dans la pratique,
la femme, elle peut, donc la grossesse, elle peut arriver à terme, puisque il y a le juge qui va intervenir pour donner son avis sur la question. Il y a aussi donc les imams, il y a aussi les médecins. Et à ce moment-là, la femme peut arriver à 5-6 mois de grossesse et finalement, elle perd son droit à l'avortement. Donc, parfois, il y a des articles de loi qui sont pour les droits des femmes ou qui promeuvent les droits des femmes, mais au final, dans la pratique, c'est un paradoxe. Voilà, Alors, c'est Soukaina, tout autre. merci beaucoup, Ismaël. Soukaina, vous avez parlé de droit tout à l'heure, et je voudrais juste enchaîner sur ce que vient de dire Esfahan, c'est que quand on regarde les lois, en fait, on a l'impression qu'on a tout ce qu'il faut, Presque. qu'on a en tout cas beaucoup de choses. En regardant sur ces documents-là, on se dit, bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Sauf que la réalité est autre, puisque l'application des lois est différente. C'est pour ça aussi que quand on dit qu'il faut des femmes à tous les postes de décision, c'est important. C'est pas juste pour avoir des femmes. Mais aujourd'hui, tant que ce sont aussi certains hommes, puisque j'en vois quand même ici certains, même si c'est une très très grande minorité, malheureusement, j'aurais bien aimé que ça intéresse un peu plus les hommes aussi. Mais en tout cas, il y a certains hommes qui ne sont pas du tout sensibles à ça, et c'est eux qui prennent les décisions pour les femmes, et l'application du coup tarde. C'est-à-dire que il y a une condition sine qua non de l'égalité, c'est qu'il y ait une égalité en droit devant le droit et l'accès au droit. C'est évident. Mais le droit absolument nécessaire n'est pas suffisant. Alors parfois on nous dit vous avez trop de droits. Premièrement, non, on n'a jamais assez de droits. C'est clair. Et puis deuxièmement, dans tous les pays du monde, même dans les pays scandinaves, il y a des problèmes d'ineffectivité de la loi. Donc, ce n'est pas un problème spécifique aux pays musulmans ou de droit musulman, parce que finalement, nous n'avons même pas, on ne peut pas dire qu'on est de droit musulman ou on ne l'est pas, parce qu'il y a des pays arabes qui ne sont pas tous musulmans. Je veux dire, les populations ne sont pas toutes musulmanes, et elles subissent quand même la culture dominante qui est quoi d'ailleurs? Qui est islamo-pharao, catholo, je ne sais pas quoi. Qui est surtout Je veux patriarcal, dire, je pense, ça n'a pas vraiment de Je religion. pense qu'il faut faire très très attention. Et moi, je vais juste donner un seul exemple pour montrer qu'il y a des contradictions partout et qu'il ne faut pas se leurrer. Parce que, par exemple, l'adultère ou la filiation naturelle, la filiation adultérine. Eh ben, si c'était vrai qu'on appliquait le droit musulman, eh bien, il n'y aurait pas le concept de filiation adultérine. Parce qu'en droit musulman, il y a ce qu'on appelle Weld el Firash. Donc, si le père dit que c'est mon fils, on ne va pas lui demander le contrat de mariage. Donc, il n'y a pas la différence entre adultère et pas adultère. Et pourtant, dans nos codes, il y a un concept qui est venu du droit français et qui parasite, exactement comme beaucoup d'autres choses. Par exemple, le pardon dont vous parlez, l'adultère, dans le code pénal des pays maghrébins, il vient du code pénal français qui lui a changé depuis, et puis le nôtre n'a pas changé, et puis maintenant on nous fait croire que c'est le droit musulman, alors que ce n'est pas du tout le droit musulman. Donc il y a plein de parasites comme ça pour dire que les droits, c'est très important, mais les droits qu'on a ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt, et la forêt, c'est les faits. Et c'est la résistance, et c'est le corps judiciaire. Alors, quelle est la formation des juges, c'est quelque chose de très important. La formation des avocats, c'est quelque chose de très important. Et moi, qui a une très, très longue expérience d'enseignement de droit, je me rends compte que depuis qu'on a créé des instituts spécialisés pour la magistrature ou pour les avocats, eh ben, c'est pire qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que quand tous les avocats et tous les magistrats ne sortaient que des facultés de droit, ils sortaient de nos enseignements. Mais quand ils sont dans des instituts de magistrats et d'avocats, ils ont des enseignants qui sont de vieux magistrats, de vieux avocats, qui sont un peu plus misogynes que les jeunes. Donc, il y a des choses comme ça qui paraissent beaucoup de progrès, et puis il faut être très vigilant. Voilà. Pour le droit, il faut être très vigilant et il ne faut pas se tromper sur les lois non plus. C'est très compliqué, malheureusement. Mais absolument, c'est aussi pour ça qu'on est là pour en parler, juste peut-être pour... je pense que l'idée, de toute manière, rien ne sera réglé, bien évidemment, aujourd'hui, mais il y a un échange d'expériences, et je vous passe la parole là-dessus, Esther, et je pense que c'est aussi ça qui peut être la force un peu de cette région-là, c'est d'avoir
un peu plus de mobilité des idées et des connaissances. bien. Et je pense que surtout quand on parle de la question des femmes, la solidarité, les réseaux Tout à fait. ont un rôle primordial. Tout à fait, Aziza. Alors, je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est la question du changement des mentalités. Parce que tant qu'on n'a pas une éducation et on ne donne pas une éducation non sexiste dans la famille, dans les écoles, à tous les niveaux de la société, tant que les mentalités ne changeront pas, la situation des femmes ne changera pas. Alors, avec la Fondation Annalint, qui est une fondation de 42 pays de l'Euroméditerranée, une fondation pour le dialogue interculturel, nous avons, avec quelques réseaux, le réseau espagnol, dont l'IEMED est ici présent, le réseau tunisien, le réseau algérien, le réseau marocain et le réseau français, réfléchi au fait que le dialogue interculturel ne pouvait se construire que dans le cadre de l'universalité des droits. Aucune culture n'est supérieure à l'autre, mais nous refusons le relativisme culturel qui dit que parce que c'est la culture, alors on peut procéder à des excisions sur les petites filles, comme c'est le cas dans 90% des petites filles en Égypte le sont encore excisées. Et ça, c'est très grave. Donc, on a dit, il faut changer les mentalités. Donc, on a rédigé ensemble, les associations de la société civile des 2 pays, un kit contre le sexisme, avec à la fois des définitions, mais surtout des exercices, une dynamique, une pédagogie, pour que, de part et d'autre de la Méditerranée, où il y a les mêmes préjugés, même s'ils sont beaucoup plus forts dans certains pays, on puisse les changer et montrer qu'il y a des préjugés sexistes qu'on peut gommer. Et donc, le kit existe et il est sur notre site, sur le site de la Fondation, en français, en arabe, en anglais, en espagnol et en catalan, pour la présence de nos amis catalans. Esther, juste Deuxième sur- expérience, oui. Oui, pardon, je vais vous laisser parler de la deuxième expérience, mais juste sur ce point-là, Oui. vu qu'on parle aussi de régions où le taux d'analphabétisme est très très haut, comment est-ce qu'on arrive à transmettre toutes ces informations-là, par exemple, à des hommes, mais surtout à des femmes qui n'ont pas accès à la connaissance, qui ne peuvent pas lire et écrire, en fait, tout simplement? Alors, nous, dans les régions dans lesquelles les associations ont travaillé, il y avait peu d'analphabétisme. Je pense qu'il en reste surtout dans certaines régions rurales du Maroc, mais nous, on a constaté qu'en Algérie, Tunisie, il y a, enfin, de ce qu'on sait, mais elles vont mieux parler à ma place, on n'a pas vu d'analphabète. Au contraire, elles ont un taux de réussite Je pense que ça très existe important, encore, ouais. mais peut-être, vous savez, on ne connaît pas tout des Bien sûr. situations. Non, mais c'est pour Voilà. ça que je vous demande, On au-delà, verra, voilà. est-ce qu'on travaille Non. sur l'audiovisuel? Est-ce qu'on Non. travaille sur des choses comme ça Non, qui non, sont nous, ce qu'on a fait, différentes je vais vous dire. D'abord, celles qui ont été les plus performantes, ça a été l'association Jazerouna à Blida. Parce que ce n'est pas les grandes villes, c'est une association de victimes du terrorisme islamique. C'est des islamistes, pardon. Et c'est une association de féministes, de personnes qui se battent. Et en fait, le moindre projet, la moindre initiative, elles s'en saisissent pour pouvoir faire des activités. Moi-même, j'ai animé des ateliers contre le sexisme avec des jeunes filles et garçons de 12 ans, mais leur disponibilité pour réagir, pour réfléchir, elle est fantastique. Les projets de coopération à Blida sont aussi importants. Donc nous, on a travaillé, au Maroc, il y a eu beaucoup, mais c'est l'Algérie qui s'est vraiment emparée du projet. Voilà. Donc, est-ce que je parle du deuxième projet ou on en parle après? Alors, le deuxième projet qui est essentiel, l'idée est venue de Madame Soukaina Bouraoui et nous l'avons vraiment appliquée dans la fondation, c'est de se dire, on est une fondation multi-acteurs, comme je vous disais. Il y a des centres de recherche, des associations féministes, l'État français. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre tous nos outils, toutes nos ressources à disposition des associations. Et on s'est dit, au niveau local, il faut créer des pôles locaux de l'égalité avec le monde de la recherche, le monde de l'entreprise, les médias, les associations et les collectivités. Et il y a eu 36 projets qui ont été mis en place dans 7 pays arabes. Je veux pas vous... Là, vous avez le projet de Marrakech-Chafi, qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il lie la question du réchauffement climatique à la précarité, au mariage forcé et au mariage des mineurs, alors que la Moudawana prévoit que le mariage des filles ne peut se faire qu'à 18 ans, sauf exception et autorisation des juges. Et bien, l'autorisation est devenue, dans certains pays, régions du Maroc, c'est devenu la règle. Et des jeunes filles sont mariées à 14, 15 ans, 16 ans, en raison de la précarité, et du coup, c'est une violence qui est contre elles. Et donc, dans tous les villages autour de Marrakech, la Ligue démocratique des droits des femmes a fait une enquête et une mobilisation contre le mariage des mineurs, contre la violence. Et ça, c'est le pôle local de l'égalité qui l'a permis. Je ne peux pas vous parler de tous les pôles locaux parce qu'il y en a eu des fantastiques, il y en a eu 36. Ce que j'ai retenu, moi, et ce que j'ai adoré, c'est à Guelmine, je crois que c'est dans l'est de l'Algérie, je n'ai pas tout à fait repéré dans la carte, la région de Guelmine. Guelma, pardon. Ouais, les prénoms, excusez-moi. Enfin, parce que c'est une association de jeunes garçons qui se sont battus pour que les filles puissent faire du sport.
Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, tellement intelligent. Ils ont fait tout un travail avec les enseignants, les associations sportives. Et ils ont réussi à faire vraiment un changement de mentalité et une pratique sportive chez les jeunes filles. Et moi, je pense que si au niveau des mentalités, c'est les hommes qui deviennent tous féministes, c'est ça qui va changer la Méditerranée. Ce n'est pas uniquement nous qui nous battons en tant que femmes, parce qu'on nous marginalise. Mais si la société, si les hommes, les institutions deviennent féministes, c'est-à-dire qu'ils défendent les droits des femmes, alors oui, la Méditerranée et le monde méditerranéen changera. Merci beaucoup. J'ai juste rappelé une demande des interprètes tout à l'heure qui était qu'on parle un peu plus doucement pour qu'ils puissent suivre. Voilà. Donc, désolée, j'ai raté ça au début, mais voilà. Donc, je vais revenir vers vous, Esmahan, pour savoir aussi votre ressenti sur le terrain, sur le besoin. Alors, on a parlé un petit peu des droits, etc. Aujourd'hui, où réside un peu le nœud du problème pour vous par rapport à votre action sur le terrain? Je pourrais dire déjà que le problème central, donc, comme étant déjà les droits sont bafoués, parfois donc il y a des dépôts de plaintes de ces femmes-là qui sont violentées, etc. Et le problème principal qui se pose maintenant, parmi les autres problèmes, c'est les centres d'hébergement donc, pour les femmes violentées. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il existe 2 centres d'hébergement pour les femmes qui subissent les violences. Et ces 2 centres-là se présentent beaucoup plus sous forme de prison carcérale que sous forme donc, de centres offrant voilà, une sécurité, un suivi, une réinsertion socio-professionnelle. Il y a aussi, on peut dire, déjà, mon association collabore souvent avec l'association SOS Femmes en détresse, mais SOS Femmes en détresse ne peut pas accueillir toutes les Algériennes violentées, puisqu'elle a une capacité d'accueil d'environ 30 places, et durant le Covid, c'est passé, je pense, à 15 places. Et donc, il y a aussi le centre d'Arna qui a été fermé il y a 6 années de cela, à peu près. Lui, il avait beaucoup plus de capacité d'accueil, mais finalement, il a été fermé. Et pourquoi? Je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire. Franchement, ouais. Je ne pourrais pas vous dire. Il a été fermé comme s'il y avait beaucoup de centres. Or que l'Algérie fait 6 fois la taille de la France, et les réalités que subissent les femmes algériennes sur le terrain, c'est différent des autres pays. Alors, Soukaina, je voudrais vous demander si on veut penser à faire autrement, puisque le militantisme... Alors, je sais qu'aujourd'hui, quand on dit « je suis féministe », j'ai l'impression que ça devient un tabou un peu. On a l'impression que beaucoup de femmes ont besoin de justifier derrière. Genre, je suis féministe, mais tout va bien, je ne fais pas peur, je n'attaque pas les autres. Alors qu'en fait, féministe, c'est tout simplement humaniste. On devrait tous être féministes, normalement. Ça veut dire juste l'égalité des droits. Mais on est passé d'un militantisme jusqu'ici, où pendant de longues années, qui était celui de dire « nous n'avons pas assez de droits, nous n'avons pas ». Et j'ai l'impression que ces dernières décennies, il y a un shift aussi de mentalité et de mindset des femmes qui se prennent en main, qui veulent faire des choses, qui passent à l'action, plus que sur le côté des droits. Et ça passe entre autres par la question économique. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu sur l'autonomisation des femmes économiquement parlant, puisque c'est un des outils aussi de les autonomiser et donc de leur donner un peu plus leur place dans la société. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je pense que le principal problème pour nous tous, c'est l'ignorance, et qu'on est tous quelque part analphabètes. Parce que dire être alphabétisé parce qu'on sait lire et écrire, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Si on est très alphabétisé et qu'on n'a pas Internet, ben, on est handicapé. Donc, moi, je crois qu'il faut faire très, très attention à ce qu'on dit quand on dit qu'on a évolué. On a évolué quelques-uns en proportion, mais par rapport aux outils d'accès aujourd'hui, aux ressources, on a très peu évolué. Et donc, je pense qu'il y a au contraire un plus grand décalage entre, c'est comme pour la globalisation, entre les success stories des femmes qui arrivent à être dans l'international et de tout le reste qui reste encore plus à la traîne parce qu'elles sont réellement handicapées. Et je pense qu'on ne peut pas agir et changer les choses si on ne travaille pas au niveau macro, c'est-à-dire les politiques publiques, les financiers internationaux qui doivent absolument changer de lunettes, et si en même temps et parallèlement
on ne travaille pas au niveau très local. Moi, je pense que dans la salle, il y a au moins 50 bonnes pratiques de changement au niveau local. Mais personne ne sait rien sur personne. Et donc, les échanges de bonnes pratiques au niveau très local, au niveau d'une commune, au niveau des municipalités, d'être les yeux de Moscou pour les municipalités qui ont quand même un pouvoir et une responsabilité, ne serait-ce que les poubelles, et les déchets, et les accès, le transport, la lumière, enfin tout ça. Il faut que les femmes fassent du féminisme là-dedans. Et au niveau macro, il faut que la gouvernance prenne ses responsabilités. Nous ne pouvons pas, nous les femmes, quel que soit notre niveau de féminisme et de militantisme, nous ne pouvons pas donner les budgets publics. Nous n'intervenons pas, il n'y a même pas de budget gendérisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est du plaidoyer pour que les messieurs, généralement, et quelques dames, en haut des gouvernements, changent un peu de lunettes et se rendent compte que les politiques publiques, ce n'est pas simplement Davos, les Nations Unies, tout ça, c'est aussi au niveau très, très local que ça doit changer à ce niveau-là. Donc, si vous me dites, est-ce que le féminisme a changé? Je dirais, c'est l'échelle qui a changé, mais l'égalité entre les hommes et les femmes. Arriver à dire tout simplement que 1 est égal à 1. Est-ce que vous imaginez qu'on n'en est pas encore là? Alors voilà, moi je crois que c'est ça le plus bête, le plus simple. Qu'est-ce que nous faisons chacun à notre niveau? Nous avons parlé de 36 cas pratiques parce qu'on a eu un peu d'argent, mais ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à mobiliser de l'argent. On n'a même pas eu dans les programmes le nom de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée. C'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans mes... quand même. Donc, c'est pour ça que moi je dis la reconnaissance de chacune et de chacun de nous au niveau local de ce que nous faisons et le réseautage. C'est pour ça qu'au niveau de la Fondation, on a une plateforme absolument extraordinaire où il y a toutes les associations qui veulent bien être membres. Et moi, je dis, mais attention, ne leur donnons pas trop d'espoir. Ce ne sont pas des associations à qui nous pouvons donner de l'argent, même si on s'appelle la Fondation. Et on me répond, mais parce que ce qui est important, c'est qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles réseautent entre elles, sans nous. C'est ça le plus important. Et donc, le réseautage, le mot que vous avez dit, c'est un mot-clé. Réseauter, ce n'est pas se raconter nos histoires. Réseauter, c'est agir ensemble. Quoique, pourquoi pas? Oui, non, mais pour agir. Oui. Alors pour agir, justement, je voudrais que vous disiez quand même un mot sur l'autonomisation économique. Alors, moi, c'est très simple. J'ai 2 projets qu'on a gagnés. On a gagné. Pourquoi? Parce que les grands projets de l'Union européenne, et j'espère que nos collègues sont là, les leaders européens qui arrivent à arracher les projets européens, ils ont parfois besoin d'avoir une dimension genre. Et comme le Kautar, le Centre des femmes arabes, on représente les 22 pays, comme ils sont très intelligents et très professionnels, ils nous intègrent avec eux pour avoir la dimension genre. Mais alors, du coup, nous, on se fait de la place. Et on apprend énormément d'eux. Et donc, j'ai 2 projets dans lesquels nous sommes partenaires. Nous ne sommes pas leaders, mais c'est très bien. Le premier projet, c'est Epsomed. Tout le monde en a entendu parler ici parce qu'il y a Anima, etc., BuzzMed. C'est des gros projets de 3 millions d'euros, de 4 millions d'euros sur 3-4 ans. Mais ce n'est pas des projets pour les femmes. C'est des projets pour l'entrepreneuriat. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à la dimension genre, il y a des femmes qui en profitent. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut convaincre nos collègues. Ceux-là étaient convaincus, mais d'autres ne le sont pas. Si dans tous les projets européens de plus de 2 millions d'euros, il y a une institution femme qui est partenaire, eh ben, ça fera beaucoup de progrès. Le deuxième projet, Agro-Inno, nous ne sommes pas leaders. Ce sont toutes des universités européennes qui travaillent sur l'agroalimentaire. Moi, je ne suis pas agroalimentaire, je suis le Kautar, mais on est là-dedans. Et donc, on a fait un travail extraordinaire pour que ce qu'on apprend dans l'agroalimentaire pour les hommes, on l'apprend aussi pour les femmes. Et on a 25 femmes qui sont maintenant des entrepreneurs agroalimentaires grâce au projet Agro-Inno. Et là, je suis très, très heureuse et très fière, même si je suis la petite partenaire. Parce que moi, quand on fait du bien, quand le projet fait du bien à 25 femmes,
moi, je suis très heureuse. Bien sûr. Esmahan, justement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui quand vous qui êtes sur le terrain aussi, qu'est-ce qui vous manque le plus pour pouvoir aller de l'avant, même en termes peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer de cette coopération euro-méditerranéenne, même si c'est parce que c'est à la mode et que la dimension genre est à la mode et qu'il faut peut-être en profiter, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même à tirer, parce qu'aujourd'hui on est dans un forum des mondes méditerranéens, on parle de la Méditerranée de manière générale, mais on a l'impression que des fois c'est pas forcément évident d'avoir même ces réseautages dont on parle. Je dirais que déjà la collaboration, l'ouverture déjà vers d'autres associations féministes qui militent sur les droits des femmes, donc qui sont là pour promouvoir l'égalité homme-femme. Je pense que cette coopération est plus qu'indispensable puisque nous pouvons déjà, ça nous permet déjà une ouverture, ça nous permet de créer une solidarité entière et indéfectible. Comme on dit, pour changer un pays ou même le monde, il faut changer les mentalités. Pour changer ces mentalités-là, il faut promouvoir l'égalité homme-femme. Donc cette coopération nous est indispensable. Je pense que c'est une nécessité. Esther, en termes d'autonomisation des femmes dans différents domaines, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus urgent ? Alors le plus urgent, c'est de mettre la question de l'égalité au cœur des projets d'entrepreneuriat. Parce que je prends souvent l'exemple du Maroc, mais on voit des coopératives où on voit des entreprises qui bénéficient de fonds européens et de fonds publics, mais qui ne tiennent pas compte des droits des femmes, ni au niveau des horaires de travail, ni au niveau des conditions de travail. C'est pour ça que je suis fan de la Ligue démocratique des droits des femmes et que je me sens marocaine, comme je suis algérienne, tunisienne, féministe, méditerranéenne. Parce que cette association, elle fait à la fois... elle présente le code de la Moudawana, elle explique tout ce que les femmes ont conquis dans la loi marocaine, tout ce qui est possible pour les femmes aujourd'hui au Maroc, les limites également, parce qu'il y en a, j'en ai parlé, je les ai présentées tout à l'heure, il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, d'un autre côté, avec elle, nous faisons des projets d'activités génératrices de revenus. Bon, tout à l'heure, Mohamed Kandrich a présenté des projets d'autres associations. Et nous, par la formation, moi je me rends souvent en Algérie, au Maroc, on identifie qu'est-ce qui se passe dans cette ville, dans ce lieu. Je prends l'exemple de Blida. Blida, c'est la ville des roses. Alors, bon, maintenant, l'Algérie en a fait une ville industrielle, mais peu importe. Il y a quand même ce patrimoine qui restait au niveau des fruits, des légumes. Alors, on utilise les capacités des femmes. Elles savent faire des savons, elles ont des capacités dans le bien-être, elles ont toute une série de possibilités. Alors, on crée... Bon, avec la crise Covid, ça a été très difficile. À travers le tourisme solidaire et durable, on a identifié 4 secteurs d'activité et on voit avec elles comment ils peuvent s'articuler. Le secteur du bien-être, c'est-à-dire le hammam, les produits de beauté, les savons qu'elle confectionne avec telle ou telle plante qui permet de se sentir mieux. Le secteur de l'hébergement. Et le secteur de l'artisanat. Les femmes marocaines ont un artisanat au niveau poterie, au niveau broderie, à tous les niveaux importants. Mais le problème, c'est la commercialisation. Alors, il y a quelques sites Internet. On peut vendre, mais tout ça, c'est difficile. Alors, les idées, l'égalité, chercher des sources de revenus sans concession et voir comment on peut les commercialiser. Pour moi, c'est ça les enjeux de l'autonomisation économique des femmes, parce que derrière, il y a l'émancipation. Sokaina ? Vous savez, c'est tellement complexe de parler de tout ça parce que je pense qu'il faut changer d'échelle. Il faut changer d'échelle parce que, comme je disais tout à l'heure, des toutes petites gouttes. Donc, au cœur de la coopération, il faut que la coopération se rende compte que les femmes, c'est 50%. Or, hier encore, on nous disait, mais dans tous les projets, on a une dimension genre. Et moi, je dis, mais dites-moi combien. Même si c'est 10%, ça fait rien. Montrez-moi qu'à la fin, les 10% ont changé quelque chose. Alors, moi, je crois que chacun de nous a une responsabilité. Notre responsabilité en tant que fondation ou en tant que Kautar ou en tant que Rusmeg moi, je suis dans un autre réseau francophone. J'essaie d'être partout. J'essaie d'être partout pour faire bouger les choses, pour mettre les choses en relation les unes aux autres. Et par exemple, on a fait un centre d'excellence en éducation financière. Pourquoi l'éducation financière sur les produits non financiers? Et nous sommes actuellement en train de donner des formations en e-learning aussi et en face-à-face au staff des AMF, c'est-à-dire des agences de microcrédit. Parce que les agences de microcrédit,
elle donne beaucoup de crédits aux femmes. Bien sûr qu'elle donne des crédits aux femmes parce que les femmes remboursent, encore mieux. Mais est-ce qu'elles font attention à leur santé mentale? Est-ce qu'elles font attention à leur santé, à leur bien-être? Et bien sûr qu'elles vont leur donner un peu d'argent pour faire des huiles essentielles. Mais est-ce que c'est ça qui va changer l'économie d'un pays? Alors que l'institution financière, la grande banque, la BIRD, la Banque mondiale, devraient se poser la question, avec les X% de la dimension genre, qu'est-ce que j'ai changé? Et nous, on doit notre devoir, c'est de leur dire, vous êtes redevables de ces changements-là. De ces 10%, ça fait rien. Comme hier, je disais à la dame, mais moi, ça fait rien si vous me dites 10%. Mais rendez-moi compte des 10%. Qu'est-ce que ça a changé? Donc, nous, à notre niveau, on essaye de faire des choses, mais on est epsilon. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ensemble, on peut faire des choses. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire si les bailleurs de fonds sont sourds et muets? On ne peut rien faire. Je peux vous dire qu'on ne peut faire que ce que dit Esther, c'est-à-dire on fera des petits projets pour des microcrédits, pour arranger les choses. Et on se dit, c'est bien, 15 femmes à droite, à gauche, etc. Mais ça ne changera pas que nous sommes classés dans le gender gap, la région MENA. Nous sommes les derniers en digitalisation, les derniers dans la participation économique, les derniers dans la participation politique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie réelle. En fait, pas de changement de gouvernance. Et puis surtout, on rentre juste dans une dimension genre, en gros, en parallèle de tous les grands projets. Mais on ne pense pas encore à faire une vraie stratégie pour la défense des droits des femmes et de leur autonomisation. On doit faire pour les femmes ce qu'on fait pour l'environnement. Pendant des années, on n'a pas cru au changement climatique. Maintenant, quand c'est la catastrophe qui arrive, on commence à se rendre compte. Eh bien, pour les femmes, c'est la même chose. On parle des femmes depuis Pékin, mais on ne se rend pas compte que nous sommes résilientes, c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte, mais la catastrophe va arriver, parce que le changement climatique touche les femmes, et quand elle touche les femmes, ça veut dire qu'elle touche les familles. Et quand on meurt de faim, eh ben on prend le bateau. Et il y a de plus en plus de femmes qui prennent les bateaux, et de plus en plus d'adolescents et de jeunes qui prennent les bateaux. Et ça, on ne le voyait pas avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train d'arriver. Voilà. Soukaina, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit que c'était important de pouvoir échanger des expériences et que si ça se trouve, il y en a peut-être dans la salle. Et j'aimerais justement donner la parole à la salle si vous avez des projets qui ont marché, dont on pourrait tous peut-être s'inspirer, ou des idées de projets, etc. Surtout, n'hésitez pas à lever la main, on vous passe la parole. Madame ici devant peut-être, pour commencer. Vous allez avoir un micro. Tu vas avoir un micro, Michel. Merci. Michèle Vianès, donc présidente de l'ONG Regard de Femmes, qui travaille depuis très longtemps avec les unes et les autres, avec à la fois Esther, bien sûr, Forum Femmes Méditerranée, avec Soukaina Bouraoui dans un autre réseau, donc le réseau pour l'égalité femmes-hommes de la francophonie. Et donc, et puis avec l'Algérie, pas avec vous, mais avec d'autres. Et donc, je pense qu'il y a des points extrêmement importants dans ce que vous avez dit. Alors, c'est pour ça, avant de donner une expérience, je vais quand même être brève. D'abord, l'égalité femmes-hommes, c'est une question fondamentale de démocratie. Dans un État démocratique, dans la société, il y a indistinction entre les femmes et les hommes, donc nous devons avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, la même dignité. Ensuite, un point très important sur lequel j'interviens ici et ailleurs, c'est le fait que la parité politique est un levier transformatif justement de toutes les politiques publiques. Donc, un des premiers combats, c'est d'être présente au niveau des élections. Et c'est là où je voudrais revenir après. Et puis, je voudrais aussi parler de ce genre qu'on fait apparaître dans tous les programmes pour être financé, qui est donc quelque chose qui va faire, ça fait bien, hein, on s'occupe des femmes, soi-disant, mais on parle de genre, on ne parle pas d'égalité femmes-hommes, donc on est très très loin de l'égalité femmes-hommes, ça n'a aucun rapport. Et puis, je voulais aussi parler, vous avez été plusieurs à dire changer les mentalités, juste citer Einstein, qui disait qu'il était plus facile de fissurer l'atome que d'ébranler les mentalités. Donc là-dessus, les projets de regard de femmes. Alors, juste un, si vous voulez bien, oui, pour qu'on puisse passer la parole à un maximum de juste gens. Alors, les projets de regard de femmes, c'est d'abord que tous les enfants
soient déclarées à la naissance. Au Maroc, c'est un problème extrêmement important, pas en Tunisie, mais en Algérie, puis dans un certain nombre de pays. Et puis, nous, nos actions que nous menons, c'est pour permettre aux filles qui sont exclues de l'école parce qu'elles ont des grossesses précoces, de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, ce sont des gouttelettes, mais c'est avec les gouttelettes qu'on finit par faire le grand ruisseau. Absolument, merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole. Alors, on va prendre là et on passe le micro à madame. Je pense qu'il y a la dame qui voulait... Ouais. Ok. Merci. Je voudrais juste dire qu'à l'exemple de Fatima Sommer, qui avait dirigé, qui avait fait une levée de l'armée des hommes pour défendre son pays, pour défendre la dignité de son pays. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup fait une marche arrière en raison tout simplement de la tradition malheureusement de l'homme qui a pris le dessus, mais aussi, hélas, de l'islamisation. L'école conditionne beaucoup, malheureusement, le comportement de la société. Et comment aujourd'hui, justement, lever ces contraintes et comment rendre conscient la société qu'elle doit se prendre en charge dans sa totalité, hommes et femmes, mais aussi peut-être mieux conscientiser la mère de famille pour qu'elle puisse, à l'intérieur de son foyer, considérer l'égalité entre le garçon et la fille. Et puis aussi, à l'école, comment introduire réellement une véritable égalité entre les deux. Et on constate de plus en plus, ceux qui réussissent le plus aujourd'hui, ce sont les filles, aussi bien à l'école qu'à l'université. Donc c'est un progrès fantastique, mais comment arriver à rendre vraiment très pratique les choses à l'avenir. Merci. Je vais juste ajouter un petit mot là-dessus, effectivement, parce qu'on voit sur certaines filières, les filles sont même majoritaires. Malheureusement, quand on regarde dans les sociétés où elles sont intégrées ensuite, il y en a beaucoup à la base, mais plus on monte dans les hiérarchies, moins il y en a. Je vous en prie, madame, allez-y. Merci. Je voulais dire que ce qu'on a parlé précisément des aspects juridiques, c'est très important, mais aussi ce que vous avez dit, parce que nous, je suis de l'IMET, mais je suis aussi de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée, et nous avons fait des suivis des conférences ministérielles. Et ça, vous savez, jusqu'à 2006, la première conférence ministérielle euro-méditerranéenne, c'était en 1995. Mais jusqu'à 2006, on n'a pas eu la première. Mais alors, nous avons fait des suivis, des rapports de suivi sur les conférences ministérielles. Et à la fin, c'est en faisant ce qu'ils ont raconté, de faire ces pôles locaux, de travailler dans la réalité, pas d'une façon théorique dans un office, mais dans la réalité, nous avons vu que malgré qu'il avait beaucoup d'aspects différents, c'était de tout ordre, il avait des choses que c'était évidemment, ça sortait toujours. D'un côté, il n'a pas de ressources parce que les changements de ce qu'ils font, des acteurs qui appliquent les lois. Alors, c'est ça, c'est les juristes, c'est les cadis, c'est pas qui que ces petites lois qu'on prend comme que ce sont des sous-lois, mais que ça fait que la loi qui dit que les femmes peuvent faire ça ou l'autre, ça ne sert à rien. Alors, si on ne fait pas de ressources pour les changements de mentalité, on ne va pas aller en avant. Et en plus, une autre chose, c'est aussi les changements de mentalité. Alors, c'est très important que les médias soient aussi dans cette boulot, parce que sinon, on va... la famille, c'est un des premiers obstacles que parfois on trouve contre les femmes. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer à la dame au milieu, s'il vous plaît. Oui. Je reviens vers vous. Merci. Oui, bonjour. Vous avez suggéré des témoignages. Je voudrais en apporter un. Donc moi, je travaille à la métropole.
Et depuis 3 ans, je suis conseillère technique en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je voulais vous dire que j'ai été stupéfaite de découvrir l'hostilité des collègues sur le sujet. C'est-à-dire qu'on est dans un faux consensus, hein, et je rejoins ce que dit madame. Tout le monde est d'accord pour faire des micro-actions, ce qui est déjà pas si mal, hein, mais pour ériger une vraie politique publique en matière d'égalité, il n'y a plus personne. Exactement. Et les hommes sont très hostiles, voire les femmes. Oui. Voire les femmes. Les femmes ne sont pas toujours des alliés, y compris les collègues qui ont réussi à déplacer le plafond de verre. Donc en fait, quand on veut construire une politique intégrée, comme les textes en France le disent, d'abord tout le monde ignore. Tout le monde ignore que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent faire un rapport annuel. Les gens qu'on met sur ces sujets sont souvent des gens qui sont extrêmement intéressés, mais qui apparaissent comme des militants. Bon, il se trouve que la métropole, précédemment, j'étais directrice générale adjointe aux ressources humaines. Donc, quand j'ai décidé de changer, de prendre ce sujet, les gens m'ont regardé, m'ont dit « Mais t'es devenue féministe ?» Je veux dire, incroyable cette affaire. Incroyable Qui n'est pas vu d'ailleurs comme une évolution, j'imagine. Mais même une rétrogradation. Les gens n'ont pas compris que je prenne cette mission. Voilà. Donc, ce que je veux juste dire, ça, c'est le témoignage des collectivités. Et la métropole n'est pas plus arriérée que les autres, hein. Je dirais que même, compte tenu de ce qu'on a fait depuis 3 ans, on peut se vanter. Mais qu'est-ce que j'ai fait finalement ? Je me suis dit, ils me prennent pour une blonde, ben, je vais continuer de faire la blonde. Je vais aller chercher l'université pour travailler avec nous. Et donc, j'ai dit, ben voilà, nous avons en politique publique l'aménagement du territoire et d'espace public, on a des compétences en urbanisme. Ben, voyons voir ce que les urbanistes à l'université font. Eh bien, l'école locale d'urbanisme, rien. Hein, j'ai rencontré le directeur, tant pis pour lui s'il est là. J'ai rencontré le directeur, il m'a dit, ça ne m'intéresse pas ce sujet. J'ai dit, ah bon ? Qu'est-ce qui vous intéresse alors ? Il me dit, moi, c'est les conforts d'usage. Je dis, ben oui, je vous parle des conforts d'usage de la ville, des femmes. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, oui, alors les handicapés, les personnes âgées, c'est ça. Et oui, non. Bon, bref, j'ai appelé l'école urbaine de... Je vous donne ce témoignage parce que j'ai été hallucinée. J'ai appelé l'école urbaine de Sciences Po, Paris. Je me suis dit, alors eux, ils doivent faire quelque chose là-dessus. Ils m'ont dit, heureusement que vous nous appelez parce qu'on ne faisait rien, justement, on voulait faire quelque chose. Il y a 2 ans. Alors évidemment, on a fait un très beau projet. Ils sont venus, on a eu 5 étudiants. Et cette année, je fais pareil pour parler à mes collègues de l'économie, parce qu'ils me disent, bon, mais en économie, tu connais quoi ? Puis je suis encore une blonde, hein, quand même. Je vous le dis comme ça. J'ai l'habitude de me faire respecter, mais depuis que je suis sur ce sujet, je vois les regards sur moi insupportables. Donc j'ai dit, bah, OK, alors on va faire de l'économie. Eh bien, on va aller travailler avec Kedge. Et donc, je vais chercher des universitaires pour dire, c'est Kedge qui a dit, autrement, moi, je suis une blonde. Je suis devenue une blonde depuis que je m'occupe de ça. Alors, soit c'est ma sensibilité, voilà, c'est possible, mais je trouve ça hallucinant. Alors, dernière chose aussi, je termine mon témoignage. Je me suis dit, OK, alors il faut travailler sur toutes les mentalités. Donc, je propose des rencontres cinématographiques en disant, voilà, on va utiliser le cinéma pour convoquer les émotions, parce qu'après après un film, j'ai une émotion et j'ai mes chakras qui sont un peu plus ouverts. Et on apporte derrière le film un orateur, un expert, un réalisateur. Donc, la semaine dernière, vendredi soir, il y avait À la vie de Aude Pépin, c'est-à-dire sur la difficulté du postpartum. Et pour rejoindre ce que vous disiez, madame, les chiffres, c'est important. En France, le suicide maternel est la 2e cause de mortalité des mères en France. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher l'Afrique ou quoi. On est nuls. Et quand je dis 2e cause, c'est des chiffres hallucinants. Et je dirais, c'est d'autant plus hallucinant que ça peut se réparer. On a des réponses. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse, des choses on en a. Voilà. Donc, j'en finis sur le témoignage. Merci. Mais le boulot, il est chaud, quoi. Et des 2 côtés de la Méditerranée, en tout cas. Je vais donner la parole ici, et je voudrais juste revenir après. Et pour ne pas oublier, je vous dis quand même ce que je voudrais vous demander après. C'est justement sur le rôle des femmes pour les femmes. Puisqu'on parle souvent de ce que peuvent faire les hommes, c'est très bien, et je pense qu'ils ont encore beaucoup de chemin. Mais quand vous parlez des femmes qui ont cassé le plafond de verre, on parle du Queen Bee Syndrome, le syndrome de la reine-mère. C'est celle qui a cassé le plafond de verre, et puis qu'après, elle se dit, surtout ne me parlez pas de féminisme, surtout ne me parlez pas du reste. Parce que peut-être certaines ont l'impression qu'elles doivent se fondre dans la masse et qu'on doit oublier qu'elles sont des femmes. Voilà, exactement. Et puis, j'ai envie de vous dire, elles sont mal avec un E aussi dans leur peau. Allez-y. Vous m'entendez ? Ouais, super.
Alors, c'est Amina Chobala de la même association que Ismaël Saoud, en fait, donc Talwan Fatma Soumal d'Algérie. Avant de donner le petit exemple, en fait, qui vous donnera peut-être en fait envie de tester en fait ce changement de comportement. Je pense que c'est un indice un peu plus smart quoi qu'un changement de mentalité. Ça viendra après. Je voulais justement en fait répondre en fait par rapport à la question de parité. En fait, en Algérie par exemple, en fait, il y a eu un recul. Ça ne veut pas forcément dire en fait qu'on avait en fait une réelle parité politique. On avait une politique de quotas. Et les femmes qui représentaient, qui étaient en fait à ce niveau, au niveau politique, en fait, nous représentaient pas forcément. D'ailleurs, en fait, même celles en qui on avait confiance et qui ont demandé en fait, de défendre, par exemple, en fait, la loi contre les violences faites aux femmes ou autres, en fait, ont toujours trouvé le moyen de voilà. Mais je suppose que c'est quand même un combat et qu'il y a quand même des mentalités rétrogrades en fait à tous les niveaux et voilà. Donc ça, c'est juste pour dire en fait que dès qu'il y a une crise, en fait, on est toujours concerné par la perte en fait de nos acquis. Et donc, c'est un acquis qu'on a déjà perdu. Pour l'exemple en fait du changement de comportement, je donnerai l'exemple en fait de la coopérative de Si Mustapha. En fait, c'est une coopérative en fait qui a été mise en place grâce au réseautage justement et avec un mouvement ici en France. Esther connaît très bien. Et donc, justement, en fait, c'est venu juste après le tremblement de terre, en fait, le séisme en fait, en Algérie. À la base, c'était censé être une bibliothèque. Et on s'était dit, je pense que Yasmina s'est dit, non, pourquoi pas, en fait, les faire travailler. Donc, on a ramené les ruches. Et c'était le modèle, en fait, c'était Hamida Itamara, en fait, qui avait copié un peu le modèle des Sinterras, en fait, du Brésil. Et croyez-moi que c'était un endroit très reculé entre la Kabylie et l'Alger. Et qu'on est passé, en fait, en 2 années, maximum 3, en fait, d'un parti politique intégriste, en fait, lors du vote, à un parti politique plus modéré, on va dire. Donc, et ça, parce que les femmes travaillaient, elles avaient un revenu, elles rentraient, elles pouvaient nourrir leur mari, les enfants, ils étaient épanouis, et ils voulaient en fait dupliquer ça. Donc c'était, pardon, je vais pas prendre la parole plus longtemps, mais merci. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup. Mais en fait, je vais revenir là, mais je voudrais aussi. Il y a aussi Nadia Gasmi qui a demandé. Mais absolument. Je vais quand même revenir un peu vers vous juste avant parce que vous avez parlé de la même chose. Vous dites par exemple, même quand on arrive à mobiliser un vote des femmes pour les femmes, finalement en fait, il n'y a pas forcément grand-chose qui est fait après parce qu'il faut qu'aussi ces femmes, les quotas sont une nécessité à mon sens dans certains pays. Mais ça veut dire que ces femmes doivent aussi se saisir de cette problématique-là. Et c'est là où je vous donne peut-être la parole brièvement avant de la redonner à la salle encore une fois sur ce que font les femmes pour les femmes. Alors, ce que font les femmes et ce qu'elles peuvent faire. Tout d'abord, moi, comme j'ai pris la dernière fois l'exemple, il devait y avoir ici avec nous dans la salle, et malheureusement, pour des raisons familiales, elle ne peut pas être là, Imen Doudej, qui est ambassadrice du Forum de la jeunesse euro-arabe. 25 ans. 22 ans, finalement. Voilà. Soukaina Bouraoui et Marie-Angèle Sroquet sont témoins. Nous étions dans la salle et avec la Fondation Analine, dans une très belle rencontre où il y avait à Sousse autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Et tout d'un coup, on nous dit, candidat au poste d'ambassadeur, 3 hommes. Et moi, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a appris. Je me lève et j'ai dit, non, moi, si c'est ça, je quitte la salle, je quitte les projets. Il n'est pas question. Parce qu'on sait que les femmes, même si elles ont des capacités, elles sont timides, elles n'osent pas se mettre en avant. Alors, je demande à ce qu'on revienne, tant pis la date limite de dépôt des candidatures, est-ce qu'il y a des femmes candidates dans la salle? Et on trouve des femmes remarquables, des jeunes filles qui n'avaient pas osé. 3. Chacune se présente. On voit que c'était des femmes vraiment engagées, très, très jeunes. Bien sûr. Voilà, il a fallu parce que voilà, parce que c'est ce que j'ai fait. Je les ai poussées à poser leur candidature en expliquant ce qu'on attendait, etc. Madame Bouraoui est intervenue, Madame Marie-Angèle Sroquet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout d'un coup, le vote, il se trouve qu'il y a un homme et une femme élus. Ouais. L'homme, il est à la fois tunisien mais espagnol, parce qu'il vient d'être élu au Conseil régional de la jeunesse, pas pour le Sud, mais pour le Nord, parce qu'il est espagnol à la fois aussi. Il s'est fait élire espagnol d'un côté et tunisien de l'autre. C'est tant mieux, parce que c'est un type remarquable. Mais la jeune fille, Imen Doudej, de 22 ans, elle a été élue. Et au fur et à mesure, en fait, pour elle, l'égalité, c'est presque naturel. Elle ne se posait pas la question. Et on a abordé avec elle différentes questions. Donc, en résumé, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, en tant que féministe, en tant que femme,
mon rôle le plus possible, c'est de former des personnes, de renforcer leurs capacités, de dire qu'elles sont capables et qu'elles peuvent postuler à des candidatures. Parce qu'en fait, les hommes, ils ne se posent pas des questions pour la politique. Ils sont candidats. Ils ne savent pas s'ils sont forts ou pas forts. Ils sont candidats. Et les femmes, elles savent que parfois, il y a des choses qu'elles ne connaissent pas, alors elles n'osent pas. Alors, bien sûr, on fait des formations pour les femmes pour renforcer, mais on devrait faire aussi des formations pour les hommes parce qu'il y a des incompétents, je vous passe les détails. J'arrêterai parce que je voudrais reprendre beaucoup de choses. Oui, allez-y, Ismaël. Alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Amina Chebala sur la loi des quotas, il faut savoir que c'est pas la politique des idées qui est appliquée, mais la politique de représentation. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, pour ce que font les femmes, pour les femmes, déjà, en termes... nous travaillons aussi, donc, il faut savoir sur les violences économiques, donc sur l'élimination des violences économiques que subissent les femmes algériennes. Et justement, il y a le projet Grana Nostra de ma collègue Amina Chebala, qui travaille pour l'autonomisation des femmes à travers la conservation de la biodiversité autant donc végétale qu'animale. Et nous travaillons aussi sur un projet national pour que les femmes algériennes aillent vers l'écriture de leur propre texte de loi civile égalitaire sur la base de la Convention d'Istanbul. Et nous faisons aussi nous faisons des formations avec des femmes. Donc c'est ouvert à tous les âges, à toute catégorie sociale, sans exclusion. Merci beaucoup. Soukaina, les femmes pour les femmes, parce que vous parliez de l'entrepreneuriat par exemple, on a des programmes de mentoring, de sponsorship, etc. qui peuvent être très intéressants pour aider, parce que ces jeunes filles, celle dont vient de parler Esther entre autres, ont besoin aussi de voir des modèles qui les aident et en lesquels elles se reconnaissent. Oui, bien sûr, depuis 30 ans, nous avons des dizaines de formations. Je crois que rien que cette année, on a eu 3000 personnes qui ont été formées. Mais moi, c'est pas comme ça que je le dirais. Moi, je parlerai comme la blonde. Moi, je suis la brune de service, mais moi, je pense que réellement, à côté des programmes que nous faisons comme institution, comme ONG, comme réseau, je crois que c'est très personnel. Je pense que chacune et chacun de nous doit dire qu'est-ce que j'ai fait à la fin de la journée, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait. Et moi, quand je rencontre par hasard ce matin, par exemple, une jeune dame qui travaille, qui est diplomate et qui me dit « Oh, Madame Bouraoui, j'ai été votre étudiante il y a, je ne sais plus, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Et vous savez, une petite graine de quelque chose a germé parce que vous m'avez dit un mot. » Pour moi, je suis très fière. Et donc, ce que je veux dire, c'est que notre militantisme, malheureusement, il est de tous les instants. Et quand moi, j'allais pour voir Esther et Marie-Angela à Sousse, j'allais pas pour convaincre une jeune à se porter candidate parce que je pensais qu'elle allait se porter candidate. Mais quand on a été choqué du fait qu'il n'y avait que des hommes candidats, je n'ai pas dit c'est pas mon problème, je suis là pour voir mes copines. J'ai dit je vais aller lui parler pour qu'elle aussi se sente appuyée par des personnes plus âgées. Donc je crois que le combat, il est collectif et qu'on a beaucoup de force en étant amis et solidaires. Mais je crois qu'il y a une responsabilité douloureuse qui est que tous les jours, on doit se dire qu'est-ce que je fais pour les autres. Et s'oublier un peu pour les autres femmes. Et je crois que les hommes aussi, on doit être lucide. Parce qu'hier, justement, je m'excuse, je vais encore juste dire un mot. Hier, quand on a dit à la dame qui représente, je ne sais plus quelle grande banque de 120 millions, quand tu lui as dit, mais c'est quoi pour les femmes? Il y a un monsieur qui est venu me dire, mais vous savez, vous avez raison, c'est 10% ou 15%, mais ce n'est pas suffisant. Je lui ai dit, regardez-moi dans les yeux. Mais donnez réellement 10% aux femmes et montrez-moi ce que vous avez fait avec les 10%. Je ne vous demanderai pas plus. Mais soyez redevables de ces 10%. Et les hommes, ils sont perturbés quand on leur dit ça. Et donc, je crois qu'il faut continuer à essayer d'avoir des hommes solidaires. Il y en a très peu, hein, dans toutes les salles où nous sommes. Et d'ailleurs, je veux dire quelque chose. C'est grâce à Esther que la question des femmes a été introduite dans ce monde, des mondes méditerranéens, parce qu'il n'y a pas écrit femme, il n'y a pas écrit genre d'ailleurs, il y a inclusion. On doit se poser des questions. Qui est beaucoup plus large, effectivement. Je vous donne la parole, madame. Allez-y. J'ai une voix qui porte. Merci. Alors moi, je travaille non pas sur ce que j'ai fait, sur ce que je veux faire. Et très honnêtement, je vous assure que le programme, il s'appelle comme ça. Donc, je travaille dans le cadre de la coopération franco-algérienne, notamment donc avec le consortium des universités, donc des diplômés,
bac+5 pour beaucoup, et pour autant, alphabétisés plus qu'alphabétisés. Pour autant, quand on commence à organiser le programme, eh ben, vous avez les femmes qui vont me dire « Ah, je ne sais pas si mon mari va accepter que je vienne à Marseille. Ah, je ne sais pas, ma belle-mère, si elle va donner son accord. » Donc, je suis obligée de passer par ces références qui ne figurent pas du tout dans mon programme. Hein. Alors, en Algérie, le consortium des universités algériennes, hein, notamment, je vous assure, parfois, un petit programme comme ça, vous le négociez au niveau d'un ministre. Et parfois, je rigole parce que moi, j'appartiens à une petite structure comme ça à Marseille. Mais bon, je vais en mission à Alger parce qu'il faut défendre les budgets, il faut. Et quand je regarde ce ministre, je me dis, mais le pédagogique est secondaire. Si vous saviez ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes peuvent avancer. Alors, il se trouve que dans ces programmes-là, avec l'université, j'ai travaillé avec l'université de Lumini, l'urbanisme, architecture. Alors, je sais que ce n'est plus le même directeur actuellement. Et on a bien travaillé sur la ville nouvelle de Sidi Abdellah, où on a introduit énormément de paramètres qui donnent toute la place à la femme. Ils nous ont écoutés, hein, voilà, dans des habitudes coutumières. Juste petit souvenir, j'ai quitté l'Algérie il y a 25 ans. Une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'Algérie, je me suis fait arrêter parce que je portais une jupe culotte dans le village de Simstafa, qui vient d'être cité à l'instant. Ouais. Il y a la gendarmerie à l'entrée du village. Un des paramètres, c'était ce gendarme, jupe culotte, je n'y avais pas le droit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer le micro derrière? Alors juste, je rappelle qu'il faut absolument qu'on termine dans les temps et j'ai encore 5 minutes. Donc, si vous pouvez essayer de faire plus court, comme ça, on passe la parole à d'autres gens. Merci beaucoup pour ce débat. Merci au Forum Femmes Méditerranée qui l'a organisé. Moi, je suis là en tant que, c'est ce que j'ai dit hier, en tant que fonds féministe qui s'appelle le Fonds pour les femmes en Méditerranée, et en tant que média féministe, donc qui s'appelle Med Feminist Suya, média féministe méditerranéen, hein, édité en 3 langues. Et en tant que Fonds pour les femmes en Méditerranée, on fait beaucoup de choses. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on aimerait faire, mais on fait beaucoup de choses. On finance donc des associations de femmes, que ce soit pour des projets ou pour le fonctionnement. On organise ce qu'on appelle les rencontres de réflexion stratégique qui permettent de rassembler les femmes d'un même pays pour essayer de parler des challenges, des défis auxquels elles font face, des priorités sur lesquelles elles veulent travailler. Et en général, on finance quand elles ont une priorité et qu'elles veulent l'atteindre. On finance leur objectif, leurs priorités, leurs projets par rapport à cette priorité. On fait du plaidoyer auprès des instances européennes et comme tu le sais très bien, Esther, il est très difficile d'obtenir des financements de l'Union européenne. Donc, en tant que fonds féministe, on est dans un réseau de fonds féministes internationaux et on est en train de faire du lobbying auprès de l'Union européenne pour donner plus d'argent aux fonds féministes les fonds féministes savent à qui donner puisqu'elles sont en lien avec ce qu'a dit Soukaina, les associations qui sont véritablement sur le terrain. Et on fait aussi des formations féministes à laquelle ont assisté Is et Amina. Et ces formations féministes ont comme objectif de former la relève parce que les féministes, elles sont fatiguées. Elles sont très fatiguées et donc maintenant on pense à la relève et voilà. Je suis très heureuse de voir Ismahan et Amina ici présentes. Si vous pouvez passer juste le micro derrière vous, s'il vous plaît. Derrière. Une dernière intervention parce qu'on n'a plus le temps malheureusement, mais. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très intéressantes. Je m'appelle Camilla Trombi, je fais partie de Film Femmes Méditerranée. Donc je me permets d'intervenir des personnes qui me connaissent dans la salle. Et vu qu'on a parlé de cinéma avec Madame Chemri de la Métropole, on participe aussi à vos projections plurielles. Je voulais apporter notre témoignage. En fait, on fait notre petite partie dans tout ce qui a été dit. On a développé des ateliers de médiation parce que justement, on veut partir de l'âge des enfants, en fait. Et à travers le cinéma, c'est vrai qu'il est possible de parler de nos expériences tout en prenant du recul. Donc, c'est un bon moyen pour nous pour aborder ces thématiques d'égalité et aussi pour faire connaître déjà dès l'enfance les métiers du cinéma qui souvent ne sont pas connus et ne sont pas pris comme choix
par les femmes. Notamment, les femmes, souvent, malheureusement, dans le cinéma, elles sont maquilleuses, costumières, monteuses, parce qu'on considère qu'elles sont précises. Donc, voilà, c'est bien pour être monteuse. Et donc, voilà, on essaye de dire tout le panel possible de métiers du cinéma. Et ensuite, on développe aussi un volet journée professionnelle pour que, justement, ce que vous avez dit, les professionnels qui ont déjà réussi, les producteurs, aident les jeunes femmes qui veulent développer un nouveau projet de cinéma, leur donnent des conseils. Donc, on sélectionne des projets de réalisatrices qui ont fait un seul film, qui en veulent en développer d'autres, et on leur permet de rencontrer des producteurs et productrices de la Méditerranée pendant 2 jours. Donc voilà, c'est vrai qu'il est important de développer des projets comme ça. Nous, on le fait à petite échelle, mais c'est vrai que c'est intéressant de rencontrer tous vos projets. Merci beaucoup. Merci. Et en parlant de cinéma et des médias d'ailleurs, je pense que la Fondation Annalint a fait un travail assez exceptionnel sur l'image des femmes dans les médias et dans le cinéma et dans les films et les séries. Je pense que ça passe aussi par là. De toute manière, encore une fois, c'est ce que je rappelle à chaque fois dans les tables rondes, c'est un début de travail, pas la fin. Et je pense que le plus intéressant se passera même en dehors, en réseautant justement entre vous et en partageant vos expériences. Merci à toutes et à tous d'avoir pris la parole. J'ai 30 secondes, Esther, parce qu'il faut vraiment qu'on rende... Oui, 30 secondes. Tout d'abord, merci. C'est aussi grâce à la ville de Marseille, à Samia Ghali, à la direction des relations internationales qu'on a pu faire ce débat, ce qui n'avait pas été le cas dans le cas du sommet des 2 rives. C'est grâce également à la DIMED et à Jean-Christophe Pégon qui est ici présent, Karim Amelal. Mais je voudrais dire aussi que maintenant, moi, je lance un appel. Film Femmes Méditerranée, le Fonds des femmes pour la Méditerranée, félicitations pour avoir obtenu des crédits dans le cadre des 120 millions, puisqu'hier, ça a été annoncé. Je vous félicite, parce que nous, ça fait 3 ans qu'on a déposé notre dossier à Expertise France. Personne ne sait où il est, ce dossier. Je le renvoie sans arrêt. Pourquoi ? Parce que notre projet, c'est les femmes en avant. C'est les femmes qui agissent. Et nous, on ne se tait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a des violences, on les dénonce. Quand il y a des projets, on les dénonce. On est dans la solidarité collective et la solidarité. Il n'y a pas de problème. Non, je vous laisse conclure, mais non, je laisse suivre derrière. Excusez-moi. Messieurs et mesdames les traducteurs et traductrices, je vous demande de bien vouloir m'excuser, je vais parler plus lentement. Je suis portée par mon militantisme qui a commencé à 14 ans dans le combat que j'ai mené dans ma famille pour l'égalité entre les filles et les garçons de ma famille, où les garçons avaient tous les droits et nous, pas grand-chose. Et ce combat individuel est devenu un combat collectif, un combat à tous les niveaux. J'étais directrice à la ville de Marseille, le combat pour les droits des femmes à Marseille. C'est pas grand-chose, pardonnez-moi, mais bon, on ne peut pas trop en parler, c'est la conclusion. Je fais 2 appels à toutes les associations féministes, à toutes les associations de droits humains, les ligues, il y avait la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui était là, des associations d'hommes. On a besoin d'hommes, on a besoin de structures, et on veut être unis. La Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, c'est multi-acteurs. C'est une plateforme Internet trilingue, français, anglais, arabe. C'est un échange de bonnes pratiques. On est solidaires les uns des autres, les unes des autres. Et 2e appel, j'appelle les jeunes femmes. Vous avez raison de le dire, Samia. Les jeunes femmes, on en a besoin parce qu'elles ont une autre façon de voir le monde. Elles pensent que le féminisme, le combat est gagné. Mais quand elles sont concrètement dans le travail professionnel, dans la vie de tous les jours, le harcèlement dans la rue ou les violences, elles se rendent compte que ce n'est pas gagné, elles doivent nous rejoindre. Ouais. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue. Parce que si vous voulez, malheureusement, il faut absolument qu'on arrête, mais je vous donne la parole vraiment. Non, moi, c'était juste pour remercier les organisateurs parce qu'on a tellement critiqué, parlé, mais ils nous ont donné cet espace de liberté. Donc quand même, je remercie ceux qui m'ont permis d'être là. Et je vous remercie d'être de cette qualité d'écoute et je remercie notre modératrice. Merci à vous. Merci. Ismahan, vous voulez peut-être dire quelque chose ? Je remercie. Du coup, je vous remercie toutes et tous déjà d'être présentes. Je remercie la modératrice, les organisateurs et organisatrices. Et je remercie surtout Esther qui nous a permis d'être ici parce que c'était difficile pour le visa, pour venir et aussi pour rentrer avec le pass vaccinal. Donc, merci à toi, Esther. Merci à vous tous et merci encore une fois à Esther pour toute l'énergie qui est la vôtre. Merci à vous tous.